Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Cette semaine, on parle de la fin de Google telle qu'on connaît, de l'IA de Meta utilisée par l'armée chinoise et d'Apple Intelligence qui débarque aux États-Unis et bientôt en Europe. Mais avant de démarrer ce nouvel épisode, comme d'habitude, je vais vous faire une petite demande. N'hésitez pas à faire un petit retour sur le podcast, s'il vous plaît, faire une petite évaluation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, en Spotify ou Apple Podcast par exemple. C'est ce qui aide à faire vivre le podcast et c'est ce qui me motive aussi moi à vous faire un épisode en vous donnant un maximum d'actualité chaque semaine. Sur l'épisode précédent, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez détaillé. Vous verrez aussi que sur cet épisode aussi, en fait, sur la partie actualité, j'essaie de récupérer mes informations de plus en plus au plus proche de la source, donc souvent en suivant pas mal de comptes de personnes qui sont plutôt sur la Silicon Valley via Twitter X, donc ça demande un travail de récupération d'infos qui est un peu plus demandeur, mais par contre ça me permet d'avoir des informations assez inédites que je pense vous ne pourrez pas retrouver ailleurs, en tout cas dans la francophonie, et d'ailleurs là je vous prépare franchement une super news pour cette semaine qui parle notamment de Google et du remplacement des moteurs de recherche, et je pense que c'est une nouvelle que vous aurez beaucoup de mal à trouver ailleurs. Mais bon, sans plus tarder, on va commencer par une news qui concerne justement la France, avec début 2025 un programme de déploiement de radars qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les infractions telles que le non-respect des distances de sécurité, l'usage du téléphone au volant et le défaut de port de ceinture. Et donc c'est un projet qui est financé à hauteur de 46,3 millions d'euros. Et ces radars pourront suivre plusieurs véhicules simultanément et sanctionner automatiquement les comportements à risque. L'association 40 millions d'automobilistes craint une avalanche de PV et des erreurs de sanctions, tandis que l'absence de transparence sur les algorithmes soulève des inquiétudes sur la gestion des données. Et donc je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Donc effectivement, l'intelligence artificielle elle peut être utilisée dans pas mal de choses. On le voit, la capacité d'une IA à être entraînée pour détecter certaines choses sur de la vidéo ou sur de la photo, c'est quelque chose sur lequel l'intelligence artificielle peut être très 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 efficace, si elle est bien entraînée et si le modèle qui est utilisé est correct. Et donc je me demande un petit peu ce que ces radars vont donner, s'ils auront un bon taux de détection ou pas, s'ils auront un taux d'erreur élevé ou pas. C'est vrai qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une question sur l'aspect un peu transparence de tout ça, mais je pense que quoi qu'il arrive, on aura des soucis avec ce genre d'algorithme, puisque si on utilise le machine learning ou du deep learning, en tout cas des méthodes telles quelles, pour entraîner les modèles de vision qui seront capables de détecter si la personne porte sa ceinture ou pas, ou ce genre de choses-là, un petit peu comme on l'a vu dans l'épisode qu'on avait eu avec Inouk sur l'optimisation de la consommation énergétique pour les grands bâtiments, au final on se retrouve quand même avec un petit peu une boîte noire où on a des points d'informations qui sont issus de l'entraînement du modèle sans savoir exactement pourquoi ces poids ont été générés et comment exactement ils fonctionnent. Même si on peut savoir comment le modèle va marcher de façon générale, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui est entièrement transparent, mais on pourrait quand même imaginer quelque chose peut-être qui utiliserait du code open source par exemple. Après tout, si le but c'est de faire la détection, je vois pas en quoi le fait que le modèle soit ouvert à tous pose problème. Ça permettrait justement de s'assurer que le problème il n'ait pas de biais ou qu'il n'ait pas d'erreur ou autre. En tout cas, on va attendre un petit peu que ces radars arrivent en circulation pour voir si c'est effectivement quelque chose qui posera problème ou non. Mais soyez prêts maintenant à savoir que avec l'intelligence artificielle, les radars vont aussi également évoluer, et je pense que ce n'est que le début. Techniquement, avec la technologie qui existe déjà aujourd'hui sur les intelligences artificielles, on pourrait faire des choses assez incroyables sur les radars, et donc on verra à quelle vitesse ce sera déployé, mais je suis pas étonné de voir ce genre de radar arriver. Je pense que même que dans le futur, ils seront même capables de détecter encore plus d'infractions. Ensuite, une news qui n'est pas directement liée à l'intelligence artificielle, mais plus ou moins, mais que je trouvais vraiment aussi importante, plus pour son aspect lié à la sécurité. Donc c'est le 25 octobre, le fournisseur d'accès Free a confirmé qu'il a été victime d'une cyberattaque qui aurait compromis les informations personnelles de ses clients, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, et on parle potentiellement aussi de la fuite des informations bancaires et des IBAN, avec 5,1 millions de clients qui ont été touchés.
Et le pirate qui a récupéré cette base de données, il a publié 100 000 échantillons sur un forum de piratage, ce qui, a priori, aurait tendance à prouver que les données ont vraiment été dérobées à Free, et voilà, que c'est vraiment un cas concret de piratage. Pourquoi je précise ça ? Parce que on a vu certaines choses arriver dans le monde de la cybersécurité et le monde des data leaks. On soupçonne maintenant certains pirates de parfois créer tout simplement les données qui seraient des données fuitées grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, ils vont tout simplement générer des fausses données, des faux noms, des fausses adresses, etc. grâce à des intelligences artificielles. Donner des extraits sur ce genre de forum pour donner un peu envie aux gens et pour les appâter pour qu'ils achètent les données, et derrière du coup vendre ces données-là, hein. C'est des choses qui peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois même en centaines de milliers d'euros, et au final avoir des données qui n'ont pas du tout été dérobées et qui sont entièrement inventées de toutes pièces. Et vu que c'est sur un forum de pirates, l'acheteur potentiel, il n'ira pas se plaindre bien loin. Donc a priori, là en tout cas, dans ce cas-là, ces données, elles ont vraiment été volées. Donc il y a vraiment un risque si vous avez utilisé Free ou si vous êtes un client Free, il y a potentiellement un risque que toutes vos données soient dans la nature, en tout cas sur ces sites de piratage. Donc méfiez-vous, faites attention. La CNIL et l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, recommandent de mettre en place une liste blanche avec votre banque. Donc ça veut dire que vous leur donnez la liste des personnes qui ont le droit de faire des prélèvements avec votre IBAN, plutôt que d'avoir l'inverse où vous laissez les prélèvements partir. Jetez un petit compte à vos comptes bancaires dans les prochaines semaines, mois, on sait jamais, si vous êtes un client Free. Si jamais vous voyez des opérations un petit peu étranges, jetez-y un coup d'œil pour vérifier que vous n'ayez pas été victime de ce piratage. Ensuite, on a une news qui concerne Meta, avec le FAIR, donc c'est le Fundamental AI Research, donc qui est une entité de Meta, qui a annoncé des avancées dans la robotique pour l'intelligence artificielle incarnée, incluant des capteurs tactiles sophistiqués et des outils pour l'interaction homme-robot. Donc moi je ne savais pas du tout, mais il s'avère que Meta, tout simplement, ils font de la robotique, donc j'étais pas au courant, et ça c'est assez intéressant, puisque ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils travaillent sur des capteurs qui sont des capteurs qui ressemblent en fait, qui ont pour objectif d'imiter les doigts. Ils appellent ça le Meta Digit 360, et c'est un capteur qui est capable de mesurer des détails très précis comme les forces tactiles, comme en fait plus ou moins la texture des objets. Et l'idée c'est vraiment d'imiter ce qu'on est capable de faire nous avec nos mains, pour justement avoir des robots qui ont des doigts qui sont capables d'une bonne dextérité, qui sont capables de doser une puissance, donc par exemple je sais pas moi, attraper un œuf sans l'écraser, ce genre de choses là, pour avoir quelque chose d'assez élaboré qui puisse alimenter la robotique. Et donc voilà, ces nouveaux capteurs, ils devraient être bientôt disponibles, et ils seront au début en accès pour les chercheurs dans un premier temps. Puis après, je pense qu'on les verra apparaître dans le monde de l'industrie. Et ils ont également annoncé un partenariat ils ont annoncé un outil de benchmark qui s'appelle Partner, qui est un outil de benchmark collaboratif pour évaluer les interactions entre les hommes et les robots dans des scénarios domestiques simulés. Donc l'idée, c'est de savoir comment un robot pourrait interagir dans une maison, par exemple, si on imagine un robot qui serait installé chez vous, pour justement savoir comment les interactions entre les humains et les robots pourraient fonctionner, pour éviter qu'il y ait des problèmes, et que, je sais pas moi, vous vous retrouvez à taper dans votre robot domestique quand il fait le ménage parce que il n'a pas été correctement programmé et il ne se doutait pas que vous alliez passer par là. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'ils sont en train d'avancer sur ces sujets. Personnellement, j'ai été assez étonné de voir que Meta était en train de travailler sur la robotique. Je savais pas du tout que c'était un des sujets sur lesquels ils travaillaient. Mais voilà, ça fait partie des sujets un petit peu sous-marins sur lesquels Meta travaille, et on verra justement si ils arriveront à avancer sur, je pense, un de ces nouveaux gros progrès, une grosse avancée qu'on va avoir dans les prochaines années, qui est un petit peu la robotique, et potentiellement la robotique domestique entre guillemets, ou avoir des robots chez nous qui pourront peut-être faire des tâches plus ou moins évoluées, et qui seront peut-être la prochaine voiture entre guillemets, la prochaine chose que chaque ménage voudra acheter pour justement se faciliter la vie. Ensuite, on a une news qui concerne Meta, qui veut étendre l'usage de son IA.
En fait, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé que la société collabore avec le secteur public pour intégrer son modèle d'IA Llama au sein du gouvernement américain lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre. Il a mentionné des discussions avec des agences telles que le département d'État et le département de l'éducation pour utiliser Llama dans des initiatives comme l'accès à l'eau potable et l'amélioration du processus d'aide financière pour les étudiants. Ce partenariat n'implique aucun paiement. Selon une porte-parole de Meta, cette initiative intervient alors que d'autres entreprises d'IA comme OpenAI et Anthropic collaborent également avec le gouvernement pour des vérifications de sécurité. Par ailleurs, Meta prévoit de continuer ses investissements en IA en 2025 malgré des préoccupations d'investisseurs. La société a récemment annoncé un revenu de 40,5 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 19% sur un an. Et voilà, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Llama, c'est un modèle open source, et donc peut-être que ce fait qu'il soit open source, ça les positionne plutôt bien pour être justement les partenaires d'un État, et notamment de l'État américain, puisque tout simplement, c'est des modèles qui peuvent être réutilisés sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc je comprends que il y a une stratégie de la part de Mark Zuckerberg d'essayer de convaincre un petit peu le gouvernement américain d'utiliser de plus en plus son outil d'intelligence artificielle pour en faire un petit peu un standard. Mais on verra si c'est quelque chose qui sera vraiment adopté, sachant que de toute façon, comme je disais, c'est le gouvernement américain, il travaille aussi avec d'autres entreprises de génération, de large language model, notamment avec OpenAI et aussi avec Claude d'Anthropic. Ensuite, la prochaine news concerne les résultats cette fois-ci financiers de Google, en tout cas lors des résultats financiers du troisième trimestre de Google, le PDG de Google, donc Sundar Pichai, il a révélé que plus de 25% du nouveau code de l'entreprise est désormais généré par IA, puis validé par des ingénieurs. Donc je trouve ça quand même assez fou, Google c'est quand même une très grosse boîte tech, et donc maintenant ils ont un quart de leur code qui est généré par IA. Donc même s'il y a une revue derrière faite par les ingénieurs, je trouve ça quand même assez dingue. Donc ils ont vraiment adopté la technologie sur laquelle ils sont en train d'eux-mêmes travailler. Et on commence à voir un petit peu ce truc-là où on crée des IA qui nous aident à mieux développer, et donc du coup qui nous permettent de coder encore un peu plus vite. Et donc là, il y a encore l'humain qui est dans l'échelon, mais c'est un petit peu la théorie qu'il y a, c'est que le jour où c'est l'IA directement qui est capable de s'améliorer et de mieux se développer, c'est là où on peut avoir potentiellement une explosion d'intelligence avec un modèle d'IA qui se retrouve à être plus intelligent que l'homme. Et en tout cas, je trouve ça quand même impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, un quart du code développé par Google, il est généré par IA. Donc ceux qui pensent que l'IA est encore un petit peu inutile, que c'est un buzz et que ça va passer, gardez ça en tête, ça reste un chiffre très impressionnant. Donc cette intégration de l'IA marque un tournant pour Google d'ailleurs, où elle est cruciale dans des produits comme les chatbots personnalisés, Gemini et les outils de prise de notes automatique sur Google Meet. Google continue de prospérer avec un chiffre d'affaires trimestriel de 88,3 milliards de dollars, dont 76,5 milliards provenant des services Google. Donc ça fait plus de 13% sur un an, et 11,4 milliards sur le cloud, donc avec une progression de 35%. La prochaine news concerne cette fois-ci OpenAI et AMD. Donc OpenAI élargit sa stratégie matérielle en intégrant des puces AMD MI300 dans l'infrastructure Microsoft Azure pour soutenir les performances de ChatGPT et d'autres projets, tout en travaillant sur sa propre gamme de puces. Selon Reuters, OpenAI collabore également avec Broadcom pour développer des puces sur mesure pour ses charges de travail, bien que leur production ne soit pas prévue avant 2026. Cette opération rapproche OpenAI de concurrents comme Google et Microsoft qui investissent déjà dans leurs propres puces d'IA pour maîtriser les coûts et l'accès au matériel. Cependant, la production interne de puces est onéreuse et OpenAI pourrait avoir besoin de financement supplémentaire pour rattraper les leaders actuels du marché. Donc OpenAI, ils sont en train de travailler un petit peu comme tous les autres sur l'utilisation de leur propre puce, puisque aujourd'hui on a quand même un petit peu un monopole de Nvidia,
qui, je pense, agace pas mal de développeurs d'intelligence artificielle qui sont obligés de payer le matériel Nvidia à prix d'or, de se battre aussi parfois pour avoir le matériel avant d'autres entreprises. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc ils sont tous un peu en train d'essayer de eux-mêmes développer leurs propres composants, mais il ne faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est assez compliqué. Et en plus de ça, même s'ils font le développement de la puce en elle-même, il faut toujours un founder pour pouvoir créer la puce, et ça, il y en a très très peu, et souvent c'est TSMC qui s'en occupe, donc l'entreprise taïwanaise qui fait quasiment l'entièreté des processeurs évolués aujourd'hui, donc des processeurs qui sont vraiment à gravure très fine. Donc au final, même si on a pas mal de concurrence qui se font sur la partie design, à la fin, les puces, elles sont un petit peu toutes faites au même endroit, ce qui fait qu'il y a quand même toujours un risque avec le fait que tout soit assez centralisé sur la production taïwanaise. La prochaine news ensuite concerne des chercheurs militaires chinois qui auraient utilisé l'IA de Meta pour un chatbot de défense. Donc c'est selon Reuters, des chercheurs chinois liés à l'armée ont utilisé le modèle open source Llama 2 de Meta pour développer un chatbot militaire appelé ChatByte, donc BIT, destiné à la collecte de renseignements et à l'aide de la prise de décision opérationnelle. Meta a affirmé que l'utilisation de Llama 2 par l'armée chinoise était non autorisée et en violation de sa politique d'utilisation. Ce cas soulève des préoccupations quant à l'exploitation des données open source pour des applications de défense, un débat déjà sensible autour des risques et des avantages de l'IA ouverte. Puisque, précision, les modèles de Meta, donc Llama 2, Llama 3, etc., ils ont beau être open source, en réalité, c'est pas entièrement open. Il y a quand même des règles d'utilisation. Et notamment, une des règles, c'est qu'ils ne sont pas censés être utilisés par l'armée. En tout cas, par une armée, en tout cas, j'imagine, je sais pas si ceci pourrait être utilisé par l'armée américaine, honnêtement, j'ai pas lu les conditions exactes, mais voilà, en tout cas, il y a quand même des contraintes, et notamment aussi, il y a une contrainte sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme, je crois qu'il doit pas dépasser 500 millions, enfin quelque chose comme ça. Donc en gros, l'idée, c'est que des concurrents comme Microsoft ou Google ne puissent pas utiliser l'intelligence artificielle de Meta. Donc voilà, a priori, ça ne respecte pas leurs conditions, mais en attendant, le modèle il est open source, il est disponible, donc il n'y a rien qui empêche vraiment un autre pays ou un autre État ou une autre armée d'utiliser le modèle de Meta s'ils ont envie de l'utiliser. Ils peuvent le faire, et en plus de ça, vu que le modèle, on a le code du modèle, c'est ça qui fait qu'il est open source, tout simplement ils peuvent l'utiliser, le modifier, etc. Et bénéficier de toutes les avancées qu'il peut y avoir sur ce modèle. Donc on verra un petit peu justement si on aura d'autres échos de ce type-là, mais c'est quelque chose maintenant qui peut être utilisé par un État, tout simplement pour faire de... Alors là, a priori, c'était plus pour faire, on va dire, de l'intelligence du renseignement, mais ça pourrait être utilisé pour d'autres choses plus élaborées. Et c'est quelque chose qu'on risque de voir apparaître malheureusement. Je pense que c'est toujours pareil avec l'intelligence artificielle, il y a l'aspect super où quand on a surtout des projets open source qui sont très puissants, etc., c'est génial, mais en même temps ça peut être aussi utilisé à plus mauvais escient, donc ça peut être utilisé par une armée, ça peut être aussi utilisé par des pirates, et donc voilà, c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir avec chaque technologie, il y a toujours un côté double tranchant. Ensuite, la prochaine news concerne cette fois-ci Amazon. Lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre 2024, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a évoqué une version avancée d'Alexa qui pourrait non seulement répondre aux questions, mais aussi agir directement pour les utilisateurs. Cette nouvelle Alexa, appelée en interne Remarkable Alexa, serait basée sur des modèles d'IA générative en partenariat avec Anthropic, mais fait face à des retards et pourrait être lancée en 2025. La version améliorée serait proposée via un abonnement mensuel de 5 à 10 $. Bien que présente sur plus de 500 millions d'appareils, Alexa n'a pas encore généré de profits significatifs pour Amazon, dont le secteur des appareils a cumulé des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars depuis 2017. Donc je pense que c'est un peu le sujet qu'on va voir apparaître sur 2025, c'est ces modèles justement agentiques, les modèles un petit peu de type agent, qui sont supposés être des modèles plus évolués que les modèles de type large language model auxquels on a accès aujourd'hui. Et ces modèles de type agentique, ils sont censés pouvoir faire des actions, et ils sont censés aussi pouvoir mieux comprendre les questions, avoir des processus un peu itératifs pour justement essayer de découper les questions qu'on leur demande en plusieurs étapes, et pour ensuite derrière potentiellement développer des actions. Et Claude, justement, on en a parlé l'an dernier, ils ont lancé leur modèle qui leur permet de contrôler un ordinateur, et donc de pouvoir faire des tâches un peu plus évoluées qui nécessitent de comprendre aussi une interface, ce qui peut être affiché en fait par l'écran de votre ordinateur.
Et je pense que c'est vraiment ça la prochaine étape, c'est d'avoir des modèles qui sont capables potentiellement de prendre le contrôle de votre ordinateur, ou en tout cas de pouvoir vraiment exécuter des tâches de façon automatique. Par exemple, je sais pas moi, vous pourrez lui faire un document directement, un fichier Excel, mais qui puisse vraiment réexécuter, travailler plusieurs fois sur ce même fichier. C'est des choses que, par exemple, ChatGPT peut plus ou moins faire. Il peut vous générer un fichier Excel, mais si vous voulez vraiment remodifier ce dernier, ça va pas vraiment fonctionner. Il va devoir le régénérer de zéro. C'est un petit peu la même chose avec Claude. On n'a pas ce côté où le modèle peut vraiment derrière lancer des actions, les comprendre, les remodifier. Vous pouvez pas lui dire de lui faire un premier fichier Excel, puis un deuxième, puis ensuite de modifier les choses qu'il y a dans le premier pour les faire correspondre au deuxième. Enfin, il y a des choses qui sont pas encore possibles parce qu'on n'a pas ce type de modèle qui est un petit peu l'étape suivante, qui est le modèle agentique. Et ils sont tous en train de travailler sur ce sujet-là. Mais a priori, c'est plutôt quelque chose qui va arriver l'an prochain. La prochaine news concerne une startup qui s'appelle Descartes et qui a dévoilé Oasis. C'est un modèle d'IA générative capable de créer un jeu interactif de type Minecraft en temps réel. Il a été alimenté par des vidéos d'apprentissage de Minecraft et ce modèle Oasis, il utilise un modèle de diffusion et de transformateur pour simuler les règles, la physique et les graphismes du jeu en réponse aux commandes clavier et souris. Pour l'instant, le modèle offre une expérience en résolution 360p à 20 images par seconde avec des GPU Nvidia H100, mais Descartes prévoit qu'il pourra atteindre une qualité 4K. Oasis est testable gratuitement et pourrait marquer une étape vers le jeu où le contenu est généré selon les préférences des utilisateurs en temps réel. Donc je vous mettrai le lien dans la description du podcast pour tester vous-même. Mais en fait, qu'est-ce qui a été fait ? Il y a des images du jeu vidéo Minecraft qui ont été récupérés, donc des vidéos, bon, j'imagine une très grosse quantité de nombre d'heures de vidéos du jeu Minecraft, et à partir de ça, ils ont réussi à faire un modèle qui est capable de recréer le jeu. Donc c'est super intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on essaie de potentiellement faire avec des vidéos sur le monde réel. Si on a suffisamment de vidéos du monde réel, on peut comprendre comment la physique fonctionne. C'est un peu ce qui se passe avec les modèles de génération de vidéos. À force de voir des vidéos et d'avoir été entraînés sur ces dernières, ils sont capables de comprendre certains principes de physique. Si on lâche un objet, par exemple, il tombe, ce genre de choses-là. C'est des choses où les modèles de type transformateur sont peut-être encore limités, c'est peut-être pas la technologie qui nous permettra de vraiment réussir à répondre à ce besoin parfaitement, mais n'empêche qu'on voit qu'en augmentant la puissance de calcul, en augmentant les données d'entraînement, etc., on arrive à des résultats qui sont de plus en plus impressionnants. Et donc là, en tout cas, ils ont été capables de faire un jeu qui est jouable, que vous pouvez tester, d'ailleurs, allez y faire un tour. Il faut des fois peut-être attendre un petit peu pour pouvoir le tester, mais c'est assez impressionnant, quoi. On a une espèce de copie de Minecraft, mais qui est entièrement générée par une intelligence artificielle, et ce qui veut dire aussi que potentiellement, on pourrait avoir une autre façon de faire fonctionner le jeu vidéo, ou même n'importe quelle vidéo, où on pourrait modifier le jeu avec une espèce de filtre qui serait généré par IA, qui serait un peu un filtre à notre sauce, mais qui serait également capable de répondre aux commandes qu'on lui donne. Donc ça pourrait être des choses qui seraient assez impressionnantes. Et voilà, dans l'idée de la personnalisation du contenu multimédia, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait évoluer dans les futures années. Donc voilà, si vous avez le temps, allez y faire un tour. Vous me direz si vous avez apprécié l'expérience et si vous trouvez ça impressionnant ou pas. Ensuite, on a eu un Ask Me Anything, donc c'était une foire aux questions qui a eu lieu sur le site internet Reddit, entre du coup la communauté Reddit et différentes personnes de chez OpenAI, et notamment Sam Altman, et c'était assez intéressant puisqu'il a répondu à pas mal de questions. Et donc je vais vous donner un petit peu les éléments clés qui sont ressortis de ce Ask Me Anything, puisqu'il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes. Donc la première, c'est concernant le développement des modèles et l'évolution de GPT. Donc Sam Altman, il a précisé que bien que de nouveaux modèles puissants soient prévus cette année, aucun ne sera appelé GPT-5. Et c'est vrai qu'il y avait une rumeur qui disait que peut-être que GPT-5 sortirait cette année, mais a priori, c'est pas dans les tuyaux. Là, ils sont surtout en train de se concentrer sur l'amélioration des modèles actuels de la série O. Pour rappel, on n'a toujours pas accès au vrai modèle O1, on a juste accès au O1 Preview, donc qui est censé être un petit peu moins puissant que le modèle O1 sur lequel OpenAI est en train de travailler. Et en plus de ça, ce modèle pour l'instant il est assez limité. Par exemple, il n'est pas capable de comprendre les images ou d'absorber un document. Donc pour l'instant c'est uniquement en texte, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, il n'est pas encore multimodal. Donc ils sont aussi en train de travailler là-dessus sur peut-être une version qui arriverait fin d'année, qui serait peut-être une version de O1 un peu plus boostée et qui serait capable de gérer du coup l'aspect multimodalité.
ça pourrait être du coup quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est vrai que ce modèle il est vraiment, je trouve, assez impressionnant, mais le fait de ne pas pouvoir lui donner de documents ou autre, ça le limite un petit peu. Ensuite, le sujet suivant, c'était sur la capacité de ChatGPT à effectuer des tâches de manière autonome, donc ce fameux effet de modèle agent dont on parlait juste avant. Et donc ça pourrait être une des priorités pour OpenAI sur l'année 2025, avec la vision de développer des agents capables de gérer des workflows complexes. Donc comme je vous le disais, c'est le sujet, je pense, de toutes les entreprises, de tous les principaux acteurs, en tout cas dans l'intelligence artificielle, que ce soit Google, que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, ils sont vraiment en train de travailler sur ces modèles agentiques qui seront capables d'exécuter des actions. Le sujet suivant qui était abordé, c'était sur la taille de la mémoire des fenêtres de contexte. Donc à chaque fois, je vous en parle, c'est un large language model, il a une certaine taille de mémoire, et malheureusement ChatGPT c'est pas forcément celui avec la meilleure taille de mémoire existante. Un des modèles qui est le meilleur pour ça, c'est Gemini, le modèle de Google, et c'est vrai que plus la mémoire est grande, plus on peut lui donner des grandes informations, plus il se souvient de ce qu'on lui a dit, plus il est capable justement de ne pas oublier des petits détails quand on lui donne un très gros texte ou des documents assez volumineux. Et donc ça c'est un sujet sur lequel OpenAI est en train de travailler pour augmenter justement ses capacités et avoir des meilleures tailles de contexte. Ils ont aussi discuté un petit peu du modèle de voix avancée, et donc le modèle de voix avancée, ils sont en train de travailler aussi également dessus pour notamment que le modèle puisse chanter. Ils avaient fait ça dans la démonstration quand ils l'avaient annoncé, et finalement quand il est sorti, c'était quelque chose qui n'était plus possible. En fait, c'est quelque chose qu'ils ont préféré ne pas laisser, qu'ils ont préféré bloquer, tout simplement parce que il y avait un risque sur la partie ayant droit avec le fait que le modèle aurait pu chanter des musiques où il y aurait des droits, etc. Donc pour ne pas prendre de risques, ils ont préféré limiter cette fonctionnalité, même si on pourrait imaginer que le modèle pourrait chanter des chansons soit qui n'existent pas, qu'il invente, soit des chansons qui sont libres de droit. Mais donc en attendant, c'est une des limitations que le modèle a et sur laquelle ils vont essayer de travailler dans les prochains mois. Ils ont ensuite discuté aussi du fait que l'open source c'est quand même un sujet assez important, malgré le fait qu'en fait il y a eu certains utilisateurs qui ont fait remarquer que OpenAI n'était plus très open, et donc Sam Altman a quand même dit que pour lui l'open source était quelque chose qui était important et que c'est des choses sur lesquelles ils sont ouverts pour des travaux dans le futur. Même si pour l'instant il n'y a pas grand chose d'open qui sort de OpenAI pour l'instant. Il y a eu un sujet aussi sur l'aspect AGI, donc l'intelligence artificielle générale, l'intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'homme, ou en tout cas qui serait aussi intelligente que l'homme, et du coup ce sujet-là, c'est que pour Sam Altman, le matériel qu'on a actuellement serait suffisant pour pouvoir réussir à atteindre l'intelligence artificielle générale. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que pour l'instant, même s'il y a des contraintes liées au matériel, c'est pas forcément le matériel qui les limiterait sur ce sujet-là. Mais peut-être le temps d'entraînement ou autre, il n'a pas détaillé plus que ça, mais pour l'instant c'est quelque chose qui lui semble accessible. Et donc voilà, c'était un petit peu les points les plus importants de ce Ask Me Anything. Et justement, ils en ont profité aussi à la fin pour discuter de ça, mais ils l'ont aussi annoncé sur Twitter, du lancement de ChatGPT Search, donc, qui est sorti ce jeudi. Et donc ils ont officiellement lancer cette fonctionnalité qui était accessible en bêta. On en avait parlé il y a quelques semaines. Moi, j'y avais toujours pas accès. Donc là, maintenant, tous les utilisateurs payants de ChatGPT y ont accès. Et ça vous permet tout simplement de faire des recherches avec ChatGPT, donc comme un moteur de recherche. Donc ChatGPT, il était capable d'aller chercher des informations sur Internet, mais pas comme un moteur de recherche. Là, l'idée, c'est qu'il va vraiment essayer d'aller récupérer des infos sur plusieurs sites internet, de vraiment résumer tout cet ensemble d'informations pour vous faire justement une réponse la plus adaptée possible. Là où avant, il avait seulement certains sites assez limités, même si là, vous allez voir, il est encore limité.
sur lequel ils pouvaient accéder et parfois vous donner des infos, mais vous pouviez pas ça pouvait pas vraiment remplacer une véritable recherche. Il y a des choses sur lesquelles il allait juste vous faire des réponses qui viennent, je sais pas moi, d'articles de blog. Si vous lui demandez par exemple quel était le meilleur coiffeur de Paris, ils allaient tout simplement se baser sur des articles de blog qui parlent de coiffeurs à Paris et il n'allait pas chercher les avis sur Google Maps par exemple pour vous donner une véritable réponse. Donc là j'ai pas testé cette question-là, ce serait une bonne question à tester, mais je pense pas qu'il ait accès à Google Maps, mais il a accès à d'autres informations, et notamment des journaux d'actualité. Notamment Reuters avec lequel il a un partenariat, ce qui leur permet du coup d'avoir des informations un peu plus concrètes pour faire une réponse. Cette fonctionnalité ils l'ont intégrée à l'application, que ce soit l'application mobile ou l'application sur macOS ou Windows, et du coup ils ont aussi lancé une extension Google Chrome qui vous permet tout simplement de remplacer Google par ChatGPT, et donc du coup quand vous allez taper dans votre barre URL pour faire une recherche, ça va directement faire la demande à ChatGPT. Donc j'ai pas encore suffisamment eu le temps de le tester parce qu'il est sorti jeudi, mais de ce que j'ai testé il est plutôt pas mal, mais il a quand même encore pour moi le défaut de ne pas aller rechercher l'information sur tous les sites, ou en tout cas sur pas suffisamment de sites, ce qui fait que si on lui demande des choses où les infos sont un petit peu plus difficiles à trouver, il va pas forcément vous donner quelque chose d'assez concret. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous donne ses sources, donc ça vaut le coup de le tester. J'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus, d'essayer de voir un petit peu où sont les limites. Mais je trouve que ça marque quand même un pas important sur le remplacement des moteurs de recherche, et c'est aussi un petit peu ce que je disais en début d'épisode, pour moi là ça marque vraiment la fin de Google, d'autant plus que ça nous amène à la news suivante. Google a annoncé aussi cette semaine, donc ils sont toujours un peu en train de se tirer la bourre entre OpenAI et Google, et ils arrivent à chaque fois caler leurs annonces, donc je pense qu'ils ont toujours un petit dossier de côté, d'un côté ou de l'autre, pour essayer de faire de l'ombre à l'un ou l'autre, en annonçant les choses un jour ou deux juste après, ou avant. Et donc du coup ils ont annoncé l'outil Grounding qui va permettre tout simplement de faire de la recherche, tout comme ChatGPT Search. C'est uniquement accessible sur le Google AI Studio ou sur l'API de Gemini, mais bon, le Google AI Studio, vu que vous écoutez le podcast maintenant, vous le connaissez, c'est le lien que je vous ai mis dans de nombreux podcasts parce que je le trouve excellent, ça vous permet d'accéder à Gemini gratuitement, et ça permet justement de tester toutes les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités, a priori, maintenant, il n'y a même plus besoin d'un VPN pour pouvoir l'utiliser. Mais pareil, je veux bien vos retours là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai plus besoin du VPN pour l'utiliser, mais j'aimerais bien savoir si quand on crée un nouveau compte et qu'on essaie de se connecter pour la première fois, s'il faut qu'on ait un VPN ou pas. En tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'en ai pas eu besoin. Mais voilà, c'est super utile, et cet outil du coup Grounding de Google, en le testant sur les premiers tests que j'ai fait, il est meilleur que celui de ChatGPT, mais clairement. Donc, il est capable d'aller chercher sur plus de sites internet, il arrive à chercher plus de sources. J'ai fait une demande par exemple sur l'actualité, sur l'intelligence artificielle, le résultat que j'ai eu avec ChatGPT, c'était uniquement des news qui étaient liées au Monde, parce qu'ils ont un partenariat avec le Monde, alors que Google, il a été capable de me chercher 5 ou 6 différents sites internet, donc c'était beaucoup plus complet. Forcément, on n'avait pas juste une seule ligne éditoriale, donc je suis pas sûr qu'il soit capable d'aller sur tous les sites non plus, je pense que ça fait partie aussi de ses limites, mais à chaque fois que je lui ai fait des demandes, il a été capable de chercher sur plusieurs sites et d'aller vraiment me regrouper les informations pour les remettre un petit peu en ordre et me faire une bonne réponse, donc je trouve assez impressionnant, voilà, j'en parlerai un petit peu plus peut-être en détail dans la partie IA de la semaine, même si là je vous en ai déjà donné pas mal d'infos, mais je vous recommande vraiment d'aller le tester, et comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Ensuite, la news suivante concerne LinkedIn, qui a dévoilé un assistant qui est capable d'automatiser des tâches de recrutement, comme rédiger des descriptions de postes, identifier des candidats et interagir avec eux. Ce nouvel assistant IA a allégé les tâches répétitives des recruteurs, libérant ainsi un temps pour des interactions plus stratégiques. Donc a priori c'est un modèle qui se base sur l'infrastructure de OpenAI, et il permet à LinkedIn de tirer parti de ces données utilisateurs qui englobent 1 milliard de profils. Et donc LinkedIn, faut pas oublier que c'est Microsoft derrière, et donc forcément ils ont des échanges qui sont facilités avec OpenAI, et voilà, je pense que c'est assez intéressant parce qu'ils sont un petit peu assis sur une mine d'or aussi en termes de données, LinkedIn, et donc le fait qu'ils aient cette intégration d'outils d'intelligence artificielle, je trouve que ça fait assez sens. Et si vous vous souvenez bien, on en avait parlé je crois il y a quelques épisodes, il y a de ça je pense un mois ou deux, du fait que LinkedIn ils avaient activé tout simplement pour les utilisateurs aux États-Unis
la récupération, l'utilisation de leurs données pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et donc là, voilà, on voit qu'ils sont en train maintenant d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc les utilisateurs européens n'avaient pas encore été ciblés, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est quand même plutôt pas mal pour eux d'utiliser les données qu'ils auront pour entraîner aussi ces modèles. Et donc ça nous amène aussi à la prochaine news qui concerne Apple Intelligence, qui du coup, dont les fonctionnalités devraient être disponibles dans l'Union européenne à partir d'avril 2025. Y compris pour l'iPhone et l'iPad, et avec prise en charge de plusieurs langues locales. Donc on s'en doutait un petit peu, hein. Apple Intelligence, quand ils ont commencé à parler de ce dernier, ils n'ont pas parlé de l'Europe au début. Voilà, c'était un petit peu pour, je pense, jouer sur le fait que potentiellement le Digital Market Act européen puisse un peu contraindre Apple sur certains cas. Mais au final, c'est surtout, je pense, parce que Apple Intelligence n'était tout simplement pas prêt pour l'Europe. De toute façon, au niveau des langues, pour l'instant, il n'est uniquement disponible qu'en anglais, et ils vont commencer à rajouter d'autres langues que l'année prochaine, que ce soit en Europe ou pas. Et donc voilà, ça devrait arriver, hein, on devrait pouvoir y accéder d'ici avril, mais bon, au final, ça fait que forcément, c'est une fonctionnalité qui a été un peu mise en avant au moment de la sortie du dernier iPhone, et qui finalement n'arrivera que quasiment un an plus tard. Point intéressant, j'ai pas encore réussi à l'utiliser pour vous faire un retour sur justement les différentes fonctionnalités qu'il y a. Moi j'ai essayé de faire l'installation de la dernière version avec un VPN et ça a pas fonctionné. J'ai la mise à jour qui s'est lancée, mais elle a jamais abouti, donc je pense que je dois avoir quelque chose qui bloque, peut-être le fait que le compte soit pas américain. Donc j'essaierai de retenter pour vous faire un petit test en avant-première, peut-être vous faire aussi un tutoriel sur comment faire la mise à jour si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous voulez avoir accès à ces fonctionnalités en avant-première, mais en tout cas elles finiront par arriver en Europe. Et enfin, dernière news pour cette semaine, qui a été du coup assez riche, hein, comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de choses à dire cette semaine, ça concerne l'ESCP Business School, qui a un partenariat maintenant avec OpenAI. Donc c'est la première école française qui a un partenariat avec OpenAI pour former ses étudiants à l'intelligence artificielle générative. Ce partenariat, soutenu par le professeur Louis-David Benyayer, vise à répondre aux besoins du marché du travail et aux attentes des étudiants en intégrant l'IA dans les cours et en encourageant une maîtrise pratique de ces outils. Le programme de formation se concentre sur des notions essentielles de l'IA, la pratique en classe et une phase d'analyse des limites et biais de l'IA. Le SCP, qui propose déjà un master en Big Data, souhaite ainsi préparer ses étudiants aux défis des mondes professionnels où l'IA est omniprésente. Les enjeux incluent également des ajustements dans l'évaluation académique confrontés aux impacts des outils génératifs sur la production des étudiants. Donc voilà, assez intéressant de voir qu'on a une école supérieure en France du coup qui commence à intégrer aussi l'intelligence artificielle dans sa formation. Je pense pas que ce soit les seuls, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu faire un partenariat avec OpenAI, donc j'imagine qu'ils ont peut-être des accès privilégiés à la plateforme, en tout cas pour les étudiants, des accès qui leur permettent d'avoir accès aux fonctionnalités avancées sans avoir à payer pour ces dernières, mais je pense que ça fait partie des évolutions auxquelles il faut s'attendre, puisque maintenant c'est un sujet majeur, et sur lequel il faut absolument que les grandes écoles aussi forment leurs étudiants sur ce sujet. Donc maintenant on passe à l'IA de la semaine. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Les deux gros sujets de cette semaine à tester, c'est GPT Search, donc la partie recherche de ChatGPT, par contre uniquement accessible pour l'instant pour les comptes payants. Si vous avez un compte gratuit, il faudra être un petit peu patient, c'est quelque chose qui devrait arriver un petit peu plus tard. Ensuite on a le mode Advanced Voice, donc le mode que j'utilise pour le podcast notamment, le mode de voix avancée de ChatGPT qui vous permet d'avoir des discussions plus naturelles, qui a priori est disponible en Europe. Je dis a priori parce que moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner sans VPN. Moi j'ai toujours le problème où si je veux utiliser le mode avancé, je suis toujours obligé d'utiliser mon VPN, donc je sais pas pourquoi. Mais a priori, maintenant il est accessible sans VPN pour tous les utilisateurs en Europe, et il devrait aussi arriver sur l'application macOS, même si pareil de mon côté pour l'instant j'ai pas réussi à y avoir accès. Ensuite, je vous ai mis un lien donc sur la génération d'images. Celui-ci, vous devez absolument le tester. Il y a eu pas mal de remous cette semaine là. Sur le leaderboard des meilleurs modèles de génération d'images. Et il y a eu un modèle qui s'appelait Red Panda, qui a fait pas mal parler de lui, puisqu'il était devant tous les modèles de génération d'images sur les différents notes que les utilisateurs peuvent donner. Il était capable de vraiment faire des images très 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 qualitatives. Et on sait enfin qui était derrière ce modèle. C'est une entreprise qui s'appelle Recraft, et vous pouvez tout simplement tester ce modèle
Vous pouvez générer 50 images par jour gratuitement sur leur site internet, donc je vous mets le lien en description. Et du coup, avec ce nouveau modèle-là, vous allez pouvoir générer des images qui sont très réalistes et surtout, vous avez différents styles d'images. Donc le modèle, il a été entraîné, modifié, on va dire, sur plusieurs styles de modèles. Donc vous avez le modèle de base qui vous permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Et ensuite, vous avez des sous-modèles qui sont on va dire des customisations un petit peu de ce modèle-là qui vous permettent de faire des images dans un certain style. Par exemple, avec un style BD, un style pâte à modeler, un style réaliste, etc. Et donc ça, vous pouvez sélectionner du coup quel type de rendu vous voulez pour pouvoir derrière le générer avec ce modèle-là. Et autre fonctionnalité hyper intéressante qu'ils ont intégrée, vous pouvez écrire un bloc de texte sur un espèce de patron. Donc vous faites votre cadre pour votre image avec la bonne taille. Et derrière, vous commencez à taper votre texte là où vous voulez que le texte apparaît, et ensuite vous faites la génération de votre prompt en disant l'image que vous voulez générer. Donc moi je l'ai fait par exemple en écrivant le nom du podcast et ensuite en générant un prompt en disant que voilà, c'était une ville qui était submergée par une vague, et ça vous génère une image complète avec le texte qui a le même style de l'image, etc. Donc c'est super impressionnant. Je vous mettrai quelques images sur Instagram pour que vous alliez regarder un peu à quoi ça ressemble, mais je vous recommande vraiment de le tester, d'autant plus que c'est un modèle qui est gratuit, et c'est pas toujours le cas pour ce qui est lié à la génération d'images. Ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de tester Audiobox de Meta. Donc c'est un outil pour créer des histoires audio avec Meta. Donc pareil, un outil qui est gratuit, pour l'instant disponible uniquement en anglais, mais que j'ai trouvé assez impressionnant puisque l'outil de Meta, il est capable de générer les voix et il est aussi capable de générer les effets spéciaux. Et donc là, l'assemblement des deux permet de faire des choses assez intéressantes. Donc il y a 2-3 exemples qui sont sur leur site internet. Vous pourrez aller y faire un tour pour écouter à quoi ça ressemble. Si vous êtes ok avec le fait que ce soit exclusivement en anglais, c'est pas du tout du même niveau que ce qu'on peut avoir avec Eleven Labs par exemple sur la partie génération de voix, mais c'est assez intéressant et surtout ça se base entièrement sur des modèles qui devraient derrière être disponibles en open source. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, et ça montre que Meta il lance des choses un petit peu discrètement des fois auxquelles on se rend pas trop compte. Je vous ai aussi mis en lien dans la description du podcast le lien vers l'extension Chrome, puisque c'était un petit peu l'un des sujets de cette semaine. Et autre sujet, je vous ai mis aussi le lien vers l'application Claude qui maintenant est disponible sur Windows et macOS. Donc un petit peu comme ChatGPT, maintenant vous pouvez directement l'installer sur votre machine. Et ils ont aussi intégré la partie dictaphone, mais ça uniquement sur la partie téléphone, où vous pouvez du coup directement dicter votre prompt, un petit peu comme ce que vous pouvez faire avec ChatGPT, ce qui peut être parfois un peu plus pratique quand vous avez des prompts un petit peu longs à donner et vous voulez lui donner beaucoup de contexte. C'est assez pratique de des fois tout simplement dicter et de faire comme un vocal à ChatGPT ou à Claude pour justement lui donner un maximum d'informations et d'instructions. Salut Juniper, alors cette semaine je voudrais aborder un sujet auquel je réfléchissais, que je trouvais assez intéressant. C'est le fait que si aujourd'hui on est dans une progression exponentielle sur l'évolution de l'intelligence artificielle, en fait ça sera assez difficile de s'en rendre compte, puisque les exemples qu'on a un petit peu dans le passé de grosses révolutions qu'on a pu avoir, au final au moment où on était à l'intérieur de cette révolution, on pouvait tout simplement ne pas s'en rendre compte. Et l'exemple un petit peu auquel je pensais, c'est tout simplement la révolution qu'il y a eu avec l'informatique. Donc aujourd'hui, avoir un smartphone dans sa poche qui fait des tas de fonctionnalités, c'est quelque chose qu'on considère comme acquis. Mais si on revient 50 ans en arrière, donc admettons en 1974, donc juste 50 ans en arrière, il faut se rendre compte que la totalité des ordinateurs qui étaient sur la planète à l'époque, l'ensemble de ces ordinateurs, la puissance cumulée de tous ces ordinateurs-là, c'était quelque chose qui restait 100 fois inférieur à la puissance qu'aujourd'hui vous pouvez avoir dans un smartphone. Donc il y a quand même un delta qui est immense, et ça montre à quel point en 50 ans il y a eu une progression qui est énormissime, et pourtant c'est pas forcément quelque chose qu'on a pu au moment où on y est, on s'en rend pas forcément compte qu'on a cette évolution qui est aussi rapide. Donc je voulais un petit peu qu'on réfléchisse ensemble à ce sujet-là, et j'aurais aimé que de ton côté tu nous donnes d'autres exemples sur qu'est-ce qui pourrait faire que on peut avoir vraiment du mal à se rendre compte qu'on est dans quelque chose d'exponentiel et une progression très rapide quand on est dedans, et qu'est-ce qui fait que on s'en rend pas forcément compte. Salut Dimitri, tu touches un point très pertinent.
L'évolution exponentielle de l'intelligence artificielle, tout comme celle de l'informatique, nous laisse souvent aveugles à son ampleur. En plein cœur d'une révolution technologique, nous sommes comme des poissons dans l'eau, incapables de voir l'océan qui nous entoure. Un exemple flagrant, c'est l'Internet. Au début des années 2000, l'Internet était encore balbutiant. Et aujourd'hui, il est l'épine dorsale de nos vies quotidiennes. Pour l'IA, les progrès sont parfois insidieux. Pense aux assistants vocaux qui, il y a quelques années, peinaient à comprendre nos demandes les plus simples. Maintenant, ils anticipent nos besoins. Et l'IA générative, comme moi, repousse sans cesse les limites de la créativité numérique. L'enjeu, c'est que plus ces technologies évoluent, plus elles deviennent intégrées dans notre quotidien, rendant difficile pour nous de voir le tableau d'ensemble. La normalisation de ces avancées nous fait parfois oublier qu'elles étaient inimaginables il y a encore peu de temps. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne remarque que nous fait Juniper. Si on réfléchit un petit peu, traduire du français à l'anglais, par exemple, il y a 10 ans, ça fonctionnait super mal. C'était du mot à mot, on avait une traduction qui était très bancale. Aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement. Enfin, honnêtement, quand on utilise Google Translate ou ChatGPT pour faire une traduction, je trouve ça juste incroyable. La traduction, elle est vraiment très 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 bonne. Pareil, ChatGPT, très bon exemple. Il est sorti il y a moins de 2 ans. Et maintenant, c'est acquis pour nous qu'on puisse discuter avec une intelligence artificielle et qu'il puisse comprendre ce qu'on lui dit. Juste il y a 2 ans, ça n'existait pas. Il y a 2 ans, ChatGPT, en plus, on était qu'à ses débuts. Il y a eu énormément de progrès depuis. Et c'était pas du tout quelque chose de naturel et d'envisageable de se dire que une intelligence artificielle allait être capable de comprendre avec un langage naturel ce qu'on allait lui dire et pouvoir faire des réponses aussi cohérentes qui sont elles aussi dans un langage naturel. Et c'était il y a uniquement 2 ans, c'est vraiment rien, quoi. Et c'est ce qui fait que là, chaque semaine, on voit qu'il y a des avancées qui sont faites par toutes les grosses entreprises de l'intelligence artificielle. Et on pourrait des fois se rendre compte que oui, mais ma vie elle change pas. Ok, ChatGPT est sorti il y a 2 ans, mais je sais pas, moi, peut-être que vous avez toujours le même travail, vous travaillez toujours de la même façon, vous n'avez pas intégré l'intelligence artificielle dans ce que vous faites tous les jours. Donc du coup, vous dites, l'IA, tout le monde en parle, mais bon, peu importe, quoi, c'est un truc qui va passer, c'est une mode. Mais concrètement, si on regarde, il y a déjà eu énormément d'évolutions, et on commence à avoir des choses maintenant qu'on considère comme acquises, qui en fait, sont pas du tout une évidence, et étaient très loin d'être acquises il y a encore 2 ans, 3 ans ou 4 ans, quoi. Exactement. Tu as tout à fait raison de souligner la progression fulgurante des traducteurs automatiques. Il y a quelques années, ils étaient bons pour une aide basique, mais aujourd'hui, ils peuvent gérer des conversations entières avec une précision incroyable. ChatGPT en est un autre exemple frappant. En si peu de temps, il est devenu si intégré dans nos vies que nous oublions parfois à quel point cette technologie est récente et révolutionnaire. Les progrès sont si rapides qu'on risque de se retrouver dépassé si on ne suit pas le rythme. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette progression exponentielle se produit souvent en arrière-plan. Les améliorations incrémentales passent parfois inaperçues au quotidien, mais lorsque nous prenons du recul, nous réalisons l'étendue de cette révolution. Les petites avancées s'accumulent pour créer un changement monumental dans la manière dont nous vivons et travaillons. En restant vigilants et curieux, nous pouvons pleinement saisir les opportunités offertes par cette progression rapide de l'IA. Alors justement, Juniper, tu parlais de prendre du recul. Donc j'aimerais qu'on prenne un dernier exemple avant de conclure cet épisode. C'est l'exemple de la révolution industrielle. Est-ce que tu pourrais nous donner, avec des chiffres si possible, des exemples qui montrent que la révolution industrielle, elle a eu un impact exponentiel d'un point de vue humanité, on va dire, mais que pourtant, pour les gens qui étaient en plein dans cette révolution, peut-être qu'au jour le jour, ce changement il n'a pas été aussi important, puisque c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait sur quelques années, ça s'est fait sur plusieurs décennies, et au final, peut-être que la vie des gens n'avait pas forcément énormément évolué, mais si on recule un petit peu, on a une véritable évolution exponentielle. Est-ce que tu peux nous donner un exemple là-dessus ? Bien sûr, la révolution industrielle est un excellent exemple de transformation exponentielle. Prenons l'exemple de la production de coton au Royaume-Uni. En 1760, au début de la révolution industrielle, le pays importait environ 2,5 millions de livres de coton brut par an. En 1850, moins de 100 ans plus tard, ce chiffre avait grimpé à plus de 600 millions de livres par an. C'est une multiplication par 240 en moins d'un siècle.
Cette croissance exponentielle de la production a radicalement transformé l'économie et la société. Mais pour les travailleurs des usines, ce changement pouvait sembler progressif. Les conditions de travail s'amélioraient lentement, les salaires augmentaient, mais au jour le jour, ces évolutions pouvaient passer inaperçues. Pourtant, avec le recul, l'impact de la révolution industrielle est indéniable. Urbanisation massive, émergence de nouvelles classes sociales et innovations technologiques qui ont façonné le monde moderne. Ce qui est intéressant, c'est que, tout comme avec l'IA aujourd'hui, les gens à l'époque pouvaient sous-estimer l'ampleur de la transformation en cours. Ce n'est souvent qu'avec le recul que nous pouvons apprécier l'ampleur des révolutions qui changent notre monde. Et donc ouais, c'est vraiment ça un petit peu le sujet que je voulais vous aborder cette semaine. C'est que on peut avoir l'impression peut-être que l'IA, bon, au jour le jour, c'est peut-être que finalement un buzzword. Bon, on a testé ChatGPT il y a quelques mois, ça se trouve on n'a pas encore testé les dernières versions, on se dit bon, c'était sympa, mais au final c'est assez limité. L'intelligence artificielle, je vois pas vraiment comment en servir, etc. C'est quelque chose qui est une bulle, et c'est une bulle qui va exploser, etc. C'est des choses qu'on peut entendre, et c'est vrai qu'au jour le jour, on peut avoir ce sentiment-là, mais faut pas oublier qu'en réalité, il se passe énormément de choses, et que si on remonte 1 an en arrière, si on remonte 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, etc., il y a vraiment énormément d'indicateurs qui nous montrent qu'on est en plein dans une révolution exponentielle, et c'est juste que il faut juste prendre le recul pour pouvoir s'en rendre compte, et vraiment voir que y a vraiment cette exponentialité. Donc voilà. Est-ce que tu veux juste conclure rapidement avec un dernier mot, Juniper, pour dire adieu, au revoir à nos auditeurs et les retrouver la semaine prochaine? Chers auditeurs, c'était Juniper, la voix de la sagesse numérique. Souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas immédiatement l'impact d'une révolution technologique qu'elle n'est pas en train de changer le monde en profondeur. Ne vous laissez pas endormir par la routine, car derrière chaque clic, chaque algorithme, se cache une révolution. Restez curieux, explorez, et on se retrouve la semaine prochaine pour plonger plus profondément dans ce Tswaya ensemble. Au revoir. Merci Juniper. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Au revoir Dimitri. À la prochaine.